le journal. Bonsoir auditeurs de Radio Gabon et merci de choisir notre canal pour vous informer et bienvenue à cette édition d'information. À la une du journal, stage d'immersion ce mardi à l'Arboretum Raponda Walker au Cap-Exarias, les étudiants nouvellement admis à l'École nationale des eaux et forêts. Objectif, mettre ces derniers en situation réelle de travail et leur inculquer l'esprit militaire. Grève depuis quelques jours des professionnels des eaux et forêts. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ils souhaitent aussi la restauration de la prime sectorielle dans leur avantage de travail du secteur eaux et forêts. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est le budget primitif exercice 2021 arrêté par le conseil municipal de la commune d'OM qui était réuni en double session ordinaire pour également examiner et adopter le compte administratif 2018. Puis, sport, l'Union gabonaise de la presse sportive et la Fédération gabonaise de basketball ont signé un partenariat cet après-midi. Objectif, avoir les journalistes bien formés lors des compétitions nationales et internationales. Voilà pour le squelette de cette édition d'information. Bienvenue à cette édition d'information. Une présentation de Fabien Guillaume Kembele. Fin ce mardi, des travaux au Palais Rénovation du séminaire gouvernemental axé sur l'accélération et la transformation de l'économie gabonaise. Le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a clos les assises supervisées par le Premier ministre chef du gouvernement. Des travaux dont l'essentiel a tourné autour de l'urgence et l'efficacité de l'action publique pour un développement inclusif et durable. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Un militaire gabonais présent à Bangui dans le cadre du maintien de la paix en République centrafricaine vient de perdre la vie. Depuis plusieurs années, le Gabon est aux côtés d'autres pays africains et européens pour faire régner la paix en RCA. À ce sujet, écoutons le communiqué du ministère de la Défense, lu par le secrétaire général adjoint, le colonel Félicien Koyi, au micro de Nick Jocelyn Fouba. Le 18 janvier 2021, le maître-major Bundu Musunda Frank Donald du contingent gabonais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, a trouvé la mort à 17 km de Bangassou, préfecture de Mbomo, dans le sud de la République centrafricaine. En effet, le convoi dans lequel se trouvait ce brave soldat a été attaqué par des combattants des groupes armés rebelles coalisés alors qu'il effectuait une mission de routine. Le ministère de la Défense nationale rend un vibrant hommage aux sous-officiers disparus, présente ses condoléances attristées à la famille éprouvée et partage avec l'ensemble des forces armées gabonaises cette douleur. Il adresse à l'endroit des soldats du contingent gabonais de la MINUSCA son soutien et ses encouragements dans la noble mission de pacification de la République sœur de la Centrafrique. Le ministère de la Défense nationale réitère l'engagement du Gabon à œuvrer pour la résolution des conflits en Afrique et dans le monde sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce communiqué officiel intervient ce jour à la suite de la diffusion de cette triste nouvelle par la MINUSCA le 18 janvier 2021, conformément aux usages en la matière. La dépouille du maître-major Bundu Musunda Frank Donald, tombé au champ d'honneur pour la paix, sera transférée à Libreville selon les procédures onusiennes. Les étudiants nouvellement admis à l'École nationale des eaux et forêts ont effectué un stage d'immersion à l'Arboretum Raponda Walker au Cap-Exarias, une sortie qui s'inscrit dans la tradition de cet établissement d'enseignement supérieur et dont l'objectif est de mettre les étudiants en situation réelle de travail et leur inculquer l'esprit militaire. C'est un reportage d'Arnaud Ondo Ngozo. À l'entrée de la forêt classée Raponda Walker, un groupe d'étudiants de l'École nationale des eaux et forêts suit avec une attention soutenue les explications de Calvin Dikomba Njomba, chef de département du système informatique et géomatique à l'ENEF,
sur les outils de la géomatique forestière. Les drones peuvent nous permettre d'avoir des images de très bonne résolution et qui peuvent nous permettre naturellement de pouvoir avoir une idée précise des activités anthropiques liées à un endroit donné. Nous avons la boussole pour l'orientation, que ce soit en azimut ou en orientement magnétique. Nous avons également la carte, outil important en géomatique. Nous avons aussi le vertex. C'est un appareil qui nous permet d'avoir les angles verticaux, les angles horizontaux. Le GPS est incontournable aujourd'hui parce qu'il faut savoir sa position. Plus loin en forêt, 2 autres groupes d'étudiants sont cette fois édifiés sur la dendrométrie, la science de la mesure du bois de brousse. La séance est dirigée par le commandant Lié Régis Moubinda, responsable du laboratoire mécanique du bois au sein de l'école. Pour les exploitants forestiers, il est toujours nécessaire et utile de connaître c'est quoi le volume de bois qui est disponible dans son permis forestier. Et donc pour cela, nous faisons recours aux techniques de dendrométrie. Donc on va mesurer le diamètre de l'arbre et la hauteur. À partir de ces 2 données, nous pouvons donc extraire le volume d'un pied. 3 autres ateliers, la botanique, l'inventaire forestier, la conservation et j'ai été au menu de cette excursion dont les objectifs nous sont déclinés par le docteur Bruno Koumakali, directeur général de l'ENEP. Cette expédition rentre dans le cadre du stade d'immersion, qui est un moyen aux étudiants de s'habituer en milieu forestier, ensuite familiariser avec les offres de formation que nous offrons ici. Plusieurs étudiants qui ont mis pied en forêt. Donc c'est l'occasion jamais de se familiariser et d'apprendre l'ensemble des métiers de la forêt. Et pour le prendre, il faut être dans une situation réelle. C'est donc au total 5 ateliers qui étaient au menu de cette excursion à la forêt classée Raponda-Walker, laboratoire naturel de l'ENEP depuis sa création en 1952. D'autres stages en entreprise, en atelier et en matière de pêche sont également au menu selon l'administration de l'école. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, SINAPEF, en grève depuis vendredi dernier. Il réclame de meilleures conditions de vie et de travail des agents du ministère des eaux et forêts. Il y a principalement la prime sectorielle appelée fonds commun ayant été supprimée sans explication, a estimé l'Assemblée générale du dit syndicat depuis 2014. Il souhaite la restauration de cette prime dans les avantages des travailleurs du secteur eaux et forêts. Davantage de détails avec Issa Steve Mofan. Face au mutisme de sa tutelle, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, après consultation de sa base, eu égard à l'examen des textes leur conférant cette prime sectorielle, exige des éclaircissements de sa tutelle. Didier Atom-Biban, président du SINAPEF. Nous avons posé le problème très clairement. Tous les textes en vigueur qui nous donnent droit à cette prime sont encore en vigueur. Mais on a simplement constaté la suppression. Donc nous avons attiré l'attention de la tutelle. Rien n'a été fait. C'est ce qui nous a conduit au 2 septembre à signer un protocole d'accord avec la tutelle pour trouver des solutions aux problèmes des agents. Et ce 2 septembre, justement ce protocole, le ministre a pris l'engagement. Le ministère a pris l'engagement de mettre en œuvre ce protocole. Après constat, aucune revendication n'a été prise en compte selon le président du SINAPEF, en dépit des délais accordés à leur tutelle. Parmi les dispositions du protocole, il y avait le rehaussement de la prime actuelle qu'on perçoit et le paiement chaque trimestre à partir du 3e trimestre 2020, le paiement du reliquat, donc de la dette qui doit nous être reversée depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et au sortir de cette assemblée générale, les agents qui ont le souci de préserver un climat social apaisé au ministère ont encore accordé un énième délai à la tutelle. Nous voulons l'intégralité de notre prime. Nous sommes un syndicat responsable, donc les enjeux sont importants et nous voulons que le climat social soit apaisé au niveau du ministère. C'est pas tout à fait indiqué pour nous de décider de repartir encore dans une affaire de grève. Les agents vont apprécier et ils vont prendre la décision qui s'imposera. Mais la conséquence, c'est que ça va paralyser le secteur. La grève n'est pas que celle de Libreville, elle est nationale. Donc, toutes les entités du ministère des Eaux et Forêts, où qu'ils soient, arrêteront le travail. Pour parvenir à la résolution de ce conflit, le SINAPEF a déposé sur la table du ministre un courrier, le 2e du genre, après celui du 15 juin dernier, l'invitant au dialogue. Au cas échéant, le syndicat se réserve le droit de suite en menaçant de paralyser le secteur des eaux et forêts sur l'ensemble du territoire national.
Comme annoncé à l'entame de cette édition d'information, fin ce mardi, des travaux au Palais Rénovation du séminaire gouvernemental axé sur l'accélération et la transformation de l'économie gabonaise. Le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a clos les assises supervisées par le Premier ministre chef du gouvernement. Des travaux dont l'essentiel a tourné autour de l'urgence et l'efficacité de l'action publique pour un développement inclusif et durable. Le point avec Aline Zila. Le séminaire gouvernemental sur la stratégie de développement 2021-2023 s'achève. Les travaux qui ont duré 48 heures ont permis à l'équipe gouvernementale d'apporter des réponses concrètes pour améliorer le quotidien des populations gabonaises. Le Premier ministre, Rose Christiane Osukara-Ponda, qui a conduit les travaux, rassure. Le plan d'accélération de la transformation 2021-2023 est structuré autour de 12 orientations stratégiques que nous appelons nos batailles, elles-mêmes déclinées en 32 programmes d'action prioritaires. Chaque programme d'action prioritaire fera l'objet d'un groupe de projets avec un chef de projet qui sera soit un haut cadre d'administration désigné pour sa compétence, soit un expert international lorsque nous jugerons nécessaire de nous adjoindre des compétences extérieures. Les décisions prises ce jour engagent la nation pour les 2 prochaines années et au-delà. Pour le président Ali Bongo Ondimba, l'heure est désormais à la mise en œuvre de ces mesures dans l'intérêt des Gabonais. Je le dis avec vigueur, il s'agit d'élaborer les mesures qui, dans les 2 ans à venir, suivant un calendrier précis, seront mises en œuvre afin d'améliorer le quotidien de nos populations et placer le Gabon pour les 10 années à venir sur la trajectoire d'un développement plus vigoureux et harmonieux, une croissance plus inclusive et plus durable. Vous l'aurez compris, votre travail est désormais d'exécuter, de mettre en œuvre ces mesures et bien évidemment de vous assurer de leur efficacité. C'est ce travail que j'attends de chacun d'entre vous. Ce qui compte, ce ne sont pas des propositions formulées dans le cadre d'un séminaire. Non. Ce qui compte, ce sont des résultats concrets, tangibles sur le terrain. De la mise en pratique sur le terrain des mesures prises ce mardi dépend la réussite de ce séminaire. Et selon le numéro 1 de la République, cette action du gouvernement fera l'objet d'une évaluation périodique. Au cours des moments d'intense réflexion qui ont vu la participation de l'équipe gouvernementale, il s'est agi d'examiner les pistes d'action afin de permettre à notre pays de rebondir sur tous les domaines. Au niveau de l'agriculture, le ministre Biendi Maranga Moussavou a décliné sa feuille de route. Nous l'écoutons au micro d'Aline Zila. Au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est l'appui aux filières vivrières, c'est renforcer cet appui, c'est faire en sorte que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire faire en sorte que au moins 50% de ce que les Gabonais consomment soit produit localement. C'est faire en sorte de développer la filière tonnière, l'industrialiser pour créer des emplois et créer de la valeur ajoutée. C'est donc pour nous un gros challenge, une instruction ferme après cet échange qui a été donné par le président de la République, chef de l'État, pour que nous passions du travail d'analyse qui a été fait sur les résultats, sur les entraves que nous avons connues et donc que nous passions à la phase vraiment de mise en œuvre avec des résultats concrets sur les 2 ans à venir. Nous sommes prêts à relever ce défi qui est un défi qui consiste à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Le rôle des médias dans notre société est incontestable. Ils ont un rôle informatif indispensable pour les citoyens. Au-delà de leur rôle d'informer, ils ont également celui de divertir. L'observation nationale sur le fonctionnement des médias, l'information qu'ils transmettent et l'impact de cette information en période électorale et en tout temps donne l'occasion à la rédaction de Radio Gabon de revenir sur le nécessaire besoin de la société en période de propagande en se tournant vers la radio et la télévision. Vibrian Asokolo. Les médias, notamment la radio et la télévision, de plus en plus sollicités en période électorale. Le rôle est d'informer les citoyens sur les partis politiques, les candidats participant aux élections et leurs programmes. À cela s'ajoute la formation de l'opinion sur l'électorat par des messages éducatifs fournis par l'organisme en charge de l'élection, au-delà du matériel d'éducation électorale propre aux médias. Dans un contexte démocratique, l'objectif général des médias est la couverture avant, pendant et après les élections,
l'organisation, la diffusion d'émissions de débat. Cette couverture se fait par des reportages, des comptes rendus avec des informations justes et impartiales. Toute chose qui nécessite en amont un accès libre des candidats indépendants ou des partis politiques aux médias privés ou d'État. Vu que la plupart des électeurs concernés, le rôle des médias doit par conséquent apparaître comme une conjugaison d'efforts avec des objectivités dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations vraies dans le seul but de permettre aux électeurs de choisir convenablement selon leurs aspirations. Aussi, question, les médias ont-ils réellement un rôle à jouer en période électorale au Gabon? Dans une société démocratique, estiment de nombreux observateurs, le rôle des médias est incontestable, voire historique. Les médias ont été identifiés comme étant des diffuseurs d'informations indispensables aux citoyens pour les aider à comprendre ce qui se passe dans leur société et prendre des décisions éclairées. Mais au Gabon, qu'en est-il exactement? Anaclé Ndongwa, enseignant-chercheur, propos recueillis par Vibrian Assokolomo. Je crois que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne pense pas que les médias ont un rôle particulier à jouer en période électorale. Le rôle qu'ils doivent jouer en période ordinaire, c'est le même rôle qu'ils doivent jouer en période électorale. Cependant, en ce qui concerne les élections législatives et locales que nous avons assistées, la première chose à faire pour les médias publics et privés, j'insiste bien, publics et privés, parce que les deux assument un même travail. Ils doivent s'armer de professionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de discrimination dans le traitement des candidats. Il n'y a pas de petits candidats. Il n'y a pas de gros ou de grands candidats. Seul l'électeur va déterminer. Le journaliste, son travail, c'est de couvrir la campagne de tous les candidats, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent. Donc, couvrir la campagne électorale, cela veut dire traiter l'information avec rigueur, la couleur de traitement, un minimum d'indépendance. Je connais les pesanteurs qui existent chez nous, mais on demande d'avoir un minimum de se battre pour avoir un minimum d'indépendance, sans lequel il se transforme en un propagandiste, quelle que soit l'appartenance du média dans lequel il travaille. Ensuite, le pluralisme. Il faut couvrir la campagne de tous les candidats, qu'ils soient de la majorité républicaine, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient indépendants, bref, quelle que soit leur étiquette politique. Le journaliste n'a pas de choix à faire. Son travail, c'est de dire que tel est candidat. Voilà ce qu'il veut faire, voilà ce qu'il dit, le rendre le plus fidèlement du monde. L'actualité à l'intérieur du pays, nous allons la chercher dans le septentrion. Les conseillers municipaux de la commune d'Oyem étaient réunis en double session ordinaire. Ils ont examiné et adopté en première heure le compte administratif de l'exercice 2018 avant de se pencher en second lieu sur le budget primitif de l'exercice 2021 et de statuer sur les délibérations de l'ordre du jour. Les détails avec Simon Pierre Maba. Les travaux de cette session ordinaire du conseil municipal d'Oyem étaient dirigés par son président Christian Abesselmengue, abordant le premier point inscrit à l'ordre du jour, c'est-à-dire le budget primitif de l'exercice 2021. Celui-ci s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 911 446 743 francs CFA, un budget en hausse de 91 millions de francs, soit 11,10% par rapport à celui de 2020. Mais pour le maire d'Oyem, ce budget n'est pas encore suffisant quant au programme de développement que lui et son équipe se sont fixés. Christian Abesselmengue. Dans l'ensemble, je suis satisfait parce que l'année dernière, on était à plus de 800 millions. Cette année, on est à plus de 900 millions. La bataille continue parce que je me changer de visage. Je me bats aujourd'hui pour que le marché de l'engouement, les travaux démarrent, aussi pour le démarrage du complexe de loisirs qui est là, des hôpitaux, pour que tout démarre. Quant à l'examen et adoption de certaines délibérations, 10 ont été retenues, dont les plus importants sont 1. La délibération portant prélèvement des frais, taxes, amendes et droits en urbanisme et habitat sur le territoire de la commune d'Oyem. 2. Délibération autorisant le maire à négocier une convention pour la réhabilitation de la place des fêtes d'Oyem. Enfin, la délibération portant la construction du marché municipal d'Akwakam dans le premier arrondissement. Cette session ordinaire du conseil municipal d'Oyem s'est tenue dans le respect des mesures barrières liées à la pandémie du Covid-19. Oyem, Radio Gabon, Simon Pierre Meba.
Nous restons à OIM pour parler de cette célébration en la cathédrale Saint-Charles-Luanga de la messe de réconciliation entre l'État et l'Église. Une réconciliation qui fait suite aux événements du 25 octobre 2020. Retrouvons Simon-Pierre Moba. La cathédrale Saint-Charles-Luanga d'Oyem a refusé du monde à l'occasion de la célébration de la messe de réconciliation entre l'État et l'Église catholique au lendemain des événements survenus le 25 octobre dernier entre les forces de l'ordre, les chrétiens et les responsables du diocèse d'Oyem. Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé, au terme de cette messe. Le monseigneur Jean-Vincent Ndoyene a organisé une messe d'action de grâce pour remercier Dieu d'avoir préservé de tout événement malheureux par rapport au 25 octobre. Vous savez, le 25 octobre, il y a eu au niveau de la cathédrale Saint-Charles-Luanga des tensions entre les forces de l'ordre, mais également les chrétiens qui étaient venus pour participer à la possession. Donc, il était question pour le Monseigneur, en tant que berger, en tant qu'apôtre et prophète du Christ, de pouvoir apaiser les tensions entre les chrétiens d'Oyem, mais également le gouvernement, en disant que depuis la nuit des temps, le gouvernement et l'Église travaillent et marchent ensemble. Et nous avons bien compris qu'il y a eu des incompréhensions. Cette grand-messe, rappelons-le, a été célébrée par le Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyene et a vu la présence de tous les ministres originaires du Walentem, à savoir Charles Mvé, Francis Keya et Guy Patrick Obiandong. Simon-Pierre Meba, OIM, Radio Gabon, la référence. Pour le ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiandong, cette rencontre vient apaiser les relations tendues qui existaient entre l'État et l'Église. Des relations tendues dues à un manque de compréhension. La date du 25 octobre est à oublier. Et dixit Guy Patrick Obiandong, que nous écoutons. Il est important que nous puissions revenir sur ces relations qui ont existé entre l'Église et le gouvernement. Les 3 membres du gouvernement de la province du Walentem ont assisté à cette messe et nous ne pouvons compter que sur les chrétiens, sur l'Église, sur la religion, parce que la politique que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo fait, c'est pour améliorer les conditions de vie de la population. Et qui est cette population? Ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans, c'est l'ensemble de la population. Donc la population, pour nous donner la force de mener notre mission politique, prie pour nous. Donc vous comprenez qu'il y a un lien direct entre la population et le gouvernement. Les événements du 25 octobre ne soient qu'un souvenir lointain par rapport à cela et que nous devons privilégier aujourd'hui le bon vivre ensemble. L'actualité hors de nos frontières, essentiellement africaine, c'est avec vous Guy Davimbouma et nous la débutons par la République centrafricaine où les partis de l'opposition rejettent la réélection du président Faustin-Archange Touadéra. Effectivement, Fabien, les partis de l'opposition réunis dans la Côte de 2020 ont rejeté dans une déclaration commune les résultats de la présidentielle du 27 décembre 2020 confirmés par la Cour constitutionnelle. Ils dénoncent notamment des irrégularités et des fraudes. Au Soudan, après plus de 80 morts ce week-end dans l'ouest du pays, cette fois, c'est le sud de la province soudanaise qui est touché. Des affrontements tribaux ont fait au moins 55 morts et 37 blessés, selon des sources locales. Il s'agit de combats entre tribus arabes et non arabes. Enfin, en Tunisie, la tension reste vive après une 4e nuit de heurts dans plusieurs villes où des jeunes ont pris pour cible. La police est mobilisée pour faire respecter le couvre-feu lié à la pandémie de coronavirus. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie a avancé vers une démocratie, mais les problèmes économiques se sont aggravés et le pays se trouve désormais au bord de la faillite. Nous quittons le continent africain pour le continent américain pour parler de la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis. Joe Biden aura lieu ce mercredi 20 janvier. Crise sanitaire oblige, l'événement ne sera pas ouvert par le public. Plus de
190 000 drapeaux ont été placés pour remplacer la foule. Christelle Eyangedou. Le nouveau président élu Joe Biden a décidé de placer l'événement sous le thème de l'unité. Mais il faudra se passer de la traditionnelle photographie de la foule abondante, généralement sur la pelouse du National Mall situé entre la Maison-Blanche et le Congrès. Pas moins de 191 500 drapeaux ont été installés sur le National Mall devant le Capitole à Washington pour l'investiture de Joe Biden ce mercredi 20 janvier. Ces derniers viennent remplacer un public qui ne pourra assister à l'événement. Par ailleurs, une cinquantaine de colonnes de lumière représentant les différents États du pays seront disposées de part et d'autre. La cérémonie fera l'objet d'une surveillance étroite suite à l'assaut récent des partisans du président sortant Donald Trump au Capitole. Joe Biden deviendra le 46e président de l'histoire des États-Unis. Washington, transformé en camp retranché après les violences du Capitole, rien n'a été laissé au hasard pour tenir à distance de potentiels fauteurs de troubles. Des dizaines de milliers de membres de la garde nationale seront déployés dans les rues. Une large zone rouge entièrement barricadée a été mise en place de la Maison-Blanche à la colline du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment. La page des sports de ce journal, c'est avec Ulrich Koupangoy. Bonsoir Ulrich. Bonsoir Fabien. Et signature d'un partenariat entre l'Union gabonaise de la presse sportive et la Fédération gabonaise de basketball cet après-midi au siège de l'UGPS. L'objectif étant d'avoir des journalistes bien formés lors des compétitions nationales et internationales. Ulrich Koupangoy. Une formation qui sera axée sur les techniques d'arbitrage, de commentaires de match et de rédaction des sujets concernant le basketball, une cérémonie qui s'est tenue au siège de l'UJPS. Écoutons le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Aseko. Le bureau fédéral de la Fédération gabonaise de basketball a été honoré aujourd'hui par l'UJPS. C'était donc une rencontre de prise de contact pour échanger sur les différents partenariats que nous pourrons développer ensemble. Et le premier partenariat que nous développerons, c'est naturellement une formation au bénéfice des hommes de médias, parce que je tiens à rappeler que le basketball est une culture, et est une culture qui répond à différentes notions qui sont propres, notion d'écriture, à un style de communication, à un style de commentaire. C'est tout un concept sur les hommes de médias, la presse étant le quatrième pouvoir. Donc nous avons donc décidé d'avoir un partenariat avec l'UGPS, qui est un partenaire pour le développement du basketball gabonais. Nous souhaitons avoir avec l'UGPS un partenariat constant et dans la durée. Dans un premier temps, nous nous consacrerons sur la formation. Nous profiterons justement des assises du basketball gabonais dénommées temps mort pour former un quota de 30 journalistes et reporters sportifs. Du football dans ce journal, pour le compte de la première journée du groupe D du CHAN 2021 qui se joue au Cameroun. La Zambie a dominé tout à l'heure, la Tanzanie par un score de 2-0. Les buts zambiens ont été inscrits par Collins Sikombe à la 64e minute sur penalty et Emmanuel Chalouba à la 81e minute de jeu. Malgré la volonté et la détermination des Tanzaniens, la Zambie a légèrement dominé la rencontre. La Zambie est provisoirement leader du groupe D avec 3 points. Hier, pour le compte du groupe C, le Maroc a battu le Togo 1-0. Match nul entre le Rwanda et l'Ouganda, 0 but partout. Et puis, ouverture ce mercredi de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations 2021. À 17h, le Cameroun affronte le Mali et à 20h, le Burkina Faso croise le fer avec le Zimbabwe. Des rencontres qui s'annoncent très engagées. Suivant cette analyse du directeur technique national, Raphaël Zamba, qui s'exprime à ce sujet. Le Cameroun joue à domicile. Jouant à domicile, je crois qu'ayant aussi gagné le premier match, je pense qu'ils vont aller avec l'idée vraiment de pouvoir le remporter, ce match-là. En face, nous avons des Maliens. J'ai vu les Maliens jouer. Ils ont une très bonne équipe. De jeunes enfants qui jouent très bien au football. Bon, je veux simplement dire que c'est 50%, 50%. Je pense qu'il faut un match nul. L'autre rencontre, même pour opposer le Burkina Faso au Zimbabwe, deux équipes aussi assez talentueuses. Oui, qui se valent, parce qu'en général, toutes les équipes qui sont là, effectivement, sont de bon niveau. Je ne sais pas exactement, mais je penche beaucoup plus du côté du Burkina Faso.
Du handball pour terminer, pour le compte de la 7e journée du championnat du monde masculin de handball qui se dispute en Égypte. Ce mardi, le Japon a battu l'Angola 30-29. Le Bahreïn a dominé la République démocratique du Congo 34-27. L'Espagne a étrié la Tunisie 36-30 et la Croatie a battu le Qatar 26-24. À noter que cette compétition a débuté le mercredi 13 janvier 2021 et va s'achever le dimanche 31 janvier de la même année. Merci Ulrich Okupangoy pour toutes ces informations sportives. Et c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mais avant, le rappel des titres. Stage d'immersion ce mardi à l'Arboretum Raponda Walker au Capestérias. Des étudiants nouvellement admis à l'École nationale des eaux et forêts. Objectif, mettre ces derniers en situation réelle de travail et leur inculquer l'esprit militaire. Grève depuis quelques jours des professionnels des eaux et forêts. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ils souhaitent aussi la restauration de la prime sectorielle dans leur avantage de travailleurs du secteur eau et forêt. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est le budget primitif exercice 2021 arrêté par le conseil municipal de la commune d'Oyem qui était réuni en double session ordinaire pour également examiner et adopter le compte administratif 2018. Puis sport, l'Union gabonaise de la presse sportive et la Fédération gabonaise de basketball ont signé un partenariat cet après-midi. Objectif, avoir les journalistes bien formés lors des compétitions nationales et internationales. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Ahmed Ryan Zengi, au montage Bibiche Estache Adamba, à la technique Ulrich Elanka. La page de sport était assurée par Ulrich Kupangoy, collaboration rédactionnelle Issa Steve Mefan, Nick Jocelyn Fouba. Je suis Fabien Guillaume Kimbeli. Merci d'avoir écouté le journal. À demain, même heure, même fréquence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.
Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.